Des centres commerciaux déserts, des hôtels vides, des autoroutes jadis saturées de camions aujourd'hui étrangement silencieuses. Quelque chose d'invisible mais redoutablement efficace est en train de drainer l'argent hors de certains États américains. Ce n'est ni une guerre, ni une crise économique. C'est un boycott. Un boycott canadien. Et il frappe avec une précision chirurgicale. Est-ce qu'un simple changement d'humeur au nord de la frontière pourrait vraiment pousser 6 États américains au bord de la faillite? Ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà en cours. Le tourisme s'effondre, les exportations suivent le même chemin, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces 6 États sont beaucoup plus proches du gouffre qu'on ne veut bien l'admettre. On commence avec le numéro 6, la Floride. Le soleil, les palmiers, les plages bondées, voilà l'image de carte postale. Mais en y regardant de plus près, les hôtels sont vides, les locations de vacances fermées, et dans certaines petites villes, l'ambiance est à l'attente anxieuse. La Floride, ce n'est pas juste un lieu de détente, c'est une machine économique alimentée par le tourisme. Et personne ne dépense plus sur place que les Canadiens. L'an dernier, ils étaient plus de 3 millions à poser leurs valises, injectant des centaines de millions de dollars dans les économies locales, de Fort Lauderdale à Naples. Mais en 2025, tout a changé. Le nombre de vols en provenance du Canada a chuté de plus de 70%. Les réservations sont en chute libre. Les habitués de l'hiver, les célèbres snowbeers, restent chez eux. Résultat, les entreprises qui vivaient presque exclusivement de la clientèle canadienne sont en train de s'écrouler. Dans les comtés les plus touristiques, où l'essentiel des recettes fiscales dépend des visiteurs étrangers, les autorités locales s'attendent déjà à devoir sabrer les budgets. Si le boycott se prolonge, la Floride pourrait être emportée dans une tempête économique plus violente que celle de 2008. Car quand les touristes disparaissent, ce n'est pas seulement l'économie qui ralentit, c'est tout un système qui s'étouffe. Numéro 5, l'Arizona. Des couchers de soleil spectaculaires, des déserts à perte de vue. Mais derrière cette beauté, une autre réalité s'installe. Des campings pour VR à moitié vides, des restaurants qui ferment plus tôt, des villes entières qui se demandent « Mais où sont passés tous ces gens ?» Depuis des années, l'Arizona attire les Canadiens comme un aimant. Ils étaient près d'1 million à venir en une seule année. Et ils ne se contentaient pas de passer, ils dépensaient. Locations saisonnières, terrains de golf, cliniques médicales, petits restos locaux, tout cela tournait grâce au dollar canadien. Rien qu'en 2024, leurs dépenses avoisinaient les 775 millions de dollars américains. Mais cette année, c'est une toute autre chanson. Le flux touristique venu du Nord s'est effondré. Les vols en provenance du Canada sont en recul de plus de 70% par rapport au printemps dernier. Et avec le boycott qui s'intensifie, les effets ne sont pas juste visibles, ils sont brutaux. Alors une question se pose. Que devient un État qui a discrètement bâti une bonne partie de son économie sur les visiteurs étrangers quand ceux-ci cessent tout simplement de venir? Les signes de tension sont déjà là, dans des villes comme Yuma, Glendale ou Appalachian. Des commerces vivent leur pire printemps depuis plus de 10 ans. Certains parcs de VR ne remplissent même pas la moitié de leurs emplacements habituels. Des cliniques, surtout celles fréquentées par les retraités hivernaux, réduisent leurs effectifs, juste pour survivre. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est l'effet domino. Moins de Canadiens, c'est moins de clients. Moins de clients, ce sont des licenciements. Et derrière, moins d'impôts perçus, une consommation en berne et des budgets municipaux étranglés. En Arizona, où près de 10% de l'économie repose directement sur le secteur du tourisme, même une baisse temporaire des dépenses canadiennes pourrait entraîner une perte de plusieurs centaines de millions de dollars pour les caisses locales. Et dans les zones rurales, il n'y a pas de plan B. Petite parenthèse, si vous trouvez ces infos utiles, pensez à vous abonner. Un simple clic nous aide à creuser encore plus loin, à dénicher les histoires que personne ne raconte, et à mettre en lumière ce qui compte vraiment. Et croyez-moi, ce qui arrive ensuite va vous surprendre. Mais revenons à l'Arizona. Il y a une autre dimension à cette crise. L'État connaît une croissance fulgurante depuis plusieurs années. Mais cette croissance repose sur un équilibre fragile, celui de la stabilité. Si les retraités ne viennent plus, si l'immobilier commence à ralentir, si les commerces mettent la clé sous la porte, cette dynamique s'effondre. Et certains endroits en ressentent déjà les secousses. Les petites villes qui comptent fortement sur leur population saisonnière voient leurs recettes fiscales fondre. Les élus locaux gèlent discrètement les dépenses. Les offices de tourisme cherchent désespérément à combler le vide. Pour l'instant, sans succès. Et c'est là que le danger devient très réel. Ce n'est pas juste une mauvaise passe. Si le boycott persiste jusqu'à l'hiver prochain, l'Arizona pourrait vivre l'effondrement touristique le plus grave depuis la crise financière. Et pour un État qui mise tout sur le soleil et les snowbeers, ce ne serait pas une crise passagère. Ce serait un changement de fond, structurel. Numéro 4, le Michigan.
La neige craque sous les pas, les usines tournent à plein régime. En apparence, le Michigan donne l'image d'un État solide, ancré dans l'acier, les moteurs et une mentalité forgée par le travail dur. Mais derrière ce décor industriel, un bruit bien plus discret commence à prendre de l'ampleur, celui du doute. Un doute qui pousse les entreprises à repousser leurs projets d'expansion, qui fait que certaines villes frontalières semblent abandonnées, et qui inquiète tout un PAN de l'économie. Est-ce le début d'une spirale plus profonde ? Le lien entre le Michigan et le Canada va bien au-delà d'un simple voisinage. C'est un partenariat économique de longue date. Le Canada est de loin le premier marché d'exportation de l'État, avec plus de 27 milliards de dollars américains de marchandises expédiées chaque année. Et ce chiffre englobe des secteurs clés, l'automobile, l'agriculture, les matières premières. Sauf qu'en 2025, cette dynamique a commencé à se gripper. Et ce n'est pas une simple perturbation passagère. Un mouvement de boycott, de plus en plus visible du côté canadien, prend forme. Les raisons. Certaines sont politiques, d'autres relèvent de tensions commerciales ou d'un réflexe de protectionnisme croissant. Quelle qu'elle soit, l'impact est réel. Depuis le début de l'année, les échanges transfrontaliers ont chuté de plus de 12%. Et pour un État comme le Michigan, cette baisse est loin d'être anodine. Plus de 180 000 emplois dépendent directement de cette relation économique avec le Canada. Dans des villes comme Port-Huron ou Sault-Sainte-Marie, où le dollar canadien circulait presque comme une monnaie locale, l'impact est brutal. Boutiques, pharmacies, petits restos, tous constatent une baisse marquée de la fréquentation canadienne et des recettes en chute libre. Mais ce n'est pas seulement une question de tourisme. Des industriels canadiens commencent aussi à revoir leur collaboration avec les fournisseurs du Michigan. Résultat, des contrats suspendus, des projets mis en attente et des embauches qui n'ont plus lieu. Et au centre de tout ça, il y a Détroit. La ville, en pleine renaissance après des années de crise, comptait beaucoup sur la fluidité des échanges avec les usines canadiennes pour relancer son économie. Mais à mesure que ce lien se fragilise, le risque d'un nouveau coup d'arrêt grandit. Les constructeurs automobiles s'efforcent déjà de diversifier leur chaîne d'approvisionnement, mais ces transitions ne se font jamais sans douleur. Et il y a plus grave encore, l'économie du Michigan repose sur un équilibre fragile, un équilibre basé sur la confiance. Confiance que la frontière restera ouverte, que les accords commerciaux seront respectés, que les voisins resteront alliés. Aujourd'hui, cette confiance s'effrite. Ajoutez à cela le coût croissant de l'activité, une pénurie de main-d'œuvre dans certaines zones, et un marché immobilier encore convalescent, et vous obtenez un État qui vacille. Même dans des villes comme Lansing ou Grand Rapids, on commence à sentir les effets. Des industriels annoncent des retards dans leur livraison en provenance du Canada, certains déplacent même leurs opérations plus au sud, par précaution. Et la population, elle, commence à s'en rendre compte. Dans le nord du Michigan, où de nombreuses communautés vivent du tourisme canadien, pêche, ces jours d'été, les réservations ont plongé de près de 40%. Les marinas sont désertes, les chalets restent vides, les stations-service vendent moins d'essence. Une descente aux enfers à petit feu. Pas de crash brutal, mais un glissement continu, bien réel, et de plus en plus visible. Alors posez-vous la question, et si ce repli canadien n'était pas passager, mais bel et bien un tournant durable ? Le Michigan ne s'effondrera pas du jour au lendemain, non. Mais pour un État aussi dépendant d'un voisin qui se détourne, les fissures sont déjà bien visibles. Numéro 3, l'Indiana. À première vue, l'Indiana incarne l'Amérique industrielle dans toute sa solidité. Des usines en briques rouges, des voies ferrées impeccables, des villes ouvrières bâties sur des décennies de dur labeur. Mais derrière cette façade rassurante, un bouleversement silencieux est en train de se produire. L'État se retrouve dans une situation de vulnérabilité dont peu de gens parlent encore. Il faut commencer par une donnée clé. Le Canada est le plus grand partenaire commercial international de l'Indiana, et de loin. Chaque année, près de 12 milliards de dollars de biens y transitent vers le nord. Pièces automobiles, produits pharmaceutiques, acier, machines lourdes. Ce commerce soutient des dizaines de milliers d'emplois à travers l'État. Mais en 2025, cette relation s'est détériorée. Ce boycott canadien, ce n'est pas qu'un sujet d'actualité. C'est une réalité économique qui se traduit concrètement sur le terrain. Des commandes sont annulées, les volumes d'exportation baissent, et plusieurs secteurs commencent à flancher. Et ce n'est que le début. Mais avant d'entrer dans les détails, une petite parenthèse. Si vous appréciez ce genre d'analyse, pensez à vous abonner, c'est ce qui nous permet de continuer à creuser là où d'autres détournent les yeux. Et croyez-moi, les 2 prochains États de cette liste sont encore plus à risque. Revenons à l'Indiana. Ici, l'industrie manufacturière est un pilier central. Environ un emploi sur 5 y est lié. On y produit de tout, pièces pour l'automobile, instruments médicaux, composants aéronautiques, acier. Et une bonne partie est destinée au marché canadien. Or, en 2025,
les donneurs d'ordre canadiens, surtout en Ontario et au Québec, commencent à se tourner vers d'autres fournisseurs. Certains choisissent l'Europe, d'autres préfèrent acheter localement, et quelques-uns évitent carrément de passer par les États-Unis. Les raisons sont multiples: tensions commerciales, divergences politiques, coûts logistiques plus élevés et un patriotisme économique croissant côté canadien. Le résultat, lui, est sans appel. La demande pour les produits de l'Indiana diminue. Et quand les commandes s'amenuisent, les usines n'ont pas d'autre choix. Elles réduisent les équipes, suspendent les investissements. Dans des villes comme Elkhart, Muncie ou Terre Haute, où toute l'économie locale dépend parfois d'une poignée de grandes entreprises, la moindre secousse est ressentie comme un tremblement de terre. Des ateliers de mécanique signalent une hausse des annulations de commandes. Certains fournisseurs de taille moyenne ont été écartés de partenariats canadiens qu'ils pensaient pourtant indéboulonnables. Et les chiffres le confirment. Les exportations de l'Indiana vers le Canada ont chuté de plus de 9% sur les 3 premiers mois de 2025. Ce n'est pas juste une question de quantité, même la valeur des contrats est en baisse. Les produits à forte marge sont remplacés par des accords moins rentables, ce qui pèse sur les salaires, les impôts locaux, les budgets publics. Mais ce n'est pas tout. L'Indiana mise aussi beaucoup sur l'agriculture. Le maïs, le soja, le porc, tous ces produits ont besoin de marchés étrangers solides. Or, le Canada fait partie des 5 premiers clients de l'agriculture de l'Indiana. Et là aussi, ça ralentit. 2 coopératives céréalières du centre de l'État ont déjà signalé une baisse de la demande canadienne. Certains éleveurs de porc, eux, tentent maintenant de vendre vers le Mexique, mais cela coûte plus cher, et tout le monde ne peut pas suivre. Dans ce climat, l'erreur n'est plus permise. Les responsables locaux commencent à s'inquiéter. En coulisses, l'État a lancé des démarches de relance commerciale auprès du Canada, mais regagner la confiance prendra du temps. Et de l'autre côté de la frontière, l'envie de renouer les liens n'est plus ce qu'elle était. Alors, que se passe-t-il si cette tendance se poursuit? L'économie de l'Indiana est robuste, certes, mais aussi très spécialisée. Et c'est là toute sa force, et sa faiblesse. Quand votre client principal se détourne, même un peu, l'impact est immédiat. Et aujourd'hui, ce client-là est en train de se retirer comme jamais auparavant. Numéro 2, l'Illinois. Le ciel de Chicago brille encore, les autoroutes restent animées. À première vue, l'Illinois semble toujours être un pilier solide du commerce américain, porté par sa métropole, son agriculture et ses réseaux ferroviaires. Mais quand on s'approche un peu, les premiers signes d'essoufflement apparaissent. Que se passe-t-il quand votre principal partenaire frontalier commence discrètement à se détourner de vous? L'Illinois ne partage pas seulement une frontière avec le Canada. Il partage aussi des chaînes d'approvisionnement imbriquées, des décennies de liens commerciaux et des milliards de dollars en exportation. En réalité, le Canada est de loin le premier marché d'exportation de l'État, représentant plus du quart de tout son commerce extérieur. On parle de plus de 16 milliards de dollars américains de marchandises expédiées vers le Nord jusqu'à récemment. En 2025, la demande canadienne chute brutalement, et cette baisse commence à se faire sentir à tous les niveaux de l'économie. D'abord, le secteur manufacturier. L'Illinois fabrique de tout, machines industrielles, composants électroniques, produits alimentaires transformés, et bon nombre de ces produits étaient destinés au marché canadien. Pendant des années, des villes comme Peoria, Decatur ou Rockford prospéraient grâce à ces échanges. Mais aujourd'hui, certaines de ces commandes disparaissent. Un rapport récent a révélé que les expéditions vers le Canada ont baissé de près de 11% cette année. Et ce n'est pas un simple trou d'air conjoncturel, c'est une tendance durable. Plusieurs entreprises canadiennes invoquent l'instabilité économique ou le climat commercial incertain pour justifier la suspension ou la révision de contrats avec des partenaires de l'Illinois. D'autres préfèrent réorienter leurs importations vers des États perçus comme plus stables politiquement. Et l'agriculture, dans tout ça? L'Illinois est le deuxième producteur de maïs du pays, un acteur majeur du soja et de la transformation de la viande. Pendant longtemps, le Canada était un client fidèle, en particulier pour les aliments pour animaux ou les produits emballés. Mais là aussi, les choses changent. Les importateurs canadiens se tournent désormais vers l'Europe, l'Amérique du Sud ou même leurs producteurs locaux. Résultat, les exportations alimentaires de l'Illinois vers le Canada ont chuté de plus de 13%. Dans les villes rurales, l'impact est bien réel. Les silos à grains tournent au ralenti, les usines revoient leur cadence à la baisse. À Bloomington, à Normal ou à Quincy, les transporteurs ressentent aussi le contre-coup. Moins de marchandises, donc moins de camions, moins de wagons, moins de dockers. Même le port de Chicago, qui servait de carrefour pour les expéditions vers l'Ontario et le Québec, voit son trafic de conteneurs s'effondrer ce printemps. Mais cette crise ne se limite pas à des chiffres. C'est une question de confiance. Les entreprises de l'Illinois deviennent frileuses. Les prévisions d'investissement sont revues à la baisse, les recrutements ralentissent dans les secteurs liés au commerce,
et certaines PME très dépendantes du Canada commencent à licencier. C'est une lente érosion, pas une crise brutale. Mais elle est bien là. Et elle arrive au pire moment. Avec l'inflation et la montée des coûts, absorber ces pertes devient de plus en plus compliqué. Des villes comme Springfield ou East St. Louis, qui peinaient déjà à équilibrer leur budget, voient leurs revenus fiscaux se réduire tandis que les dépenses augmentent. Et comme l'État se relève encore des séquelles économiques de la pandémie, cette nouvelle secousse pourrait ralentir sa reprise. Les signaux d'alerte sont clairs. Si le boycott canadien se poursuit et que les dollars d'Ottawa continuent de se raréfier, l'Illinois pourrait en subir les conséquences à long terme. Surtout dans les secteurs qui n'ont pas d'alternative immédiate. Car quand votre plus grand client vous tourne le dos, ça ne fait pas un fracas. Ça se fait doucement, commande après commande, emploi après emploi, quai après quai. Numéro 1, le Minnesota. Les lacs restent paisibles, les tours de Minneapolis se reflètent encore sur l'eau. En apparence, tout semble calme. Et pourtant, sous la surface, une tempête discrète se prépare. Le Minnesota s'est toujours appuyé sur une économie équilibrée, entre géants de la santé, jeunes pousses technologiques et traditions agricoles solides. Et au cœur de tout cela, une relation commerciale forte avec le Canada. Mais en 2025, cette relation est mise à rude épreuve, bien plus que jamais auparavant. Et les effets commencent à se faire sentir jusque dans des communautés qui ne s'y attendaient pas. Voici la réalité. Le Canada est le principal partenaire commercial du Minnesota. Rien qu'en 2024, plus de 11 milliards de dollars d'échanges ont eu lieu entre les deux. Cela comprend des équipements médicaux, des machines industrielles, du soja, du blé, du porc, et tout ça, direction le nord. Mais depuis quelques mois, les chiffres glissent. Et avec eux, la confiance. Plusieurs clients canadiens ont réduit leurs commandes, certains ont même annulé leurs contrats. Pas de coup de théâtre, pas d'annonce fracassante, mais un glissement discret que les experts qualifient de « boycott silencieux », nourri par des tensions politiques et économiques de plus en plus vives. L'impact est particulièrement brutal dans l'industrie manufacturière du Minnesota. À Rochester, Duluth ou Saint-Cloud, des directeurs d'usines parlent déjà de ralentissement. Certains passent à la semaine réduite, d'autres gèlent leurs projets d'agrandissement. Pour les petites entreprises qui fournissent des pièces de précision à des clients canadiens, la question n'est plus de croître, mais de survivre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Minnesota dépend énormément des exportations. Près d'un emploi sur 6 y est lié au commerce international. Et près de 40% de ces échanges se font avec le Canada. Alors même une baisse modérée, disons 10%, peut signifier des licenciements, des contrats annulés et une perte de stabilité financière. Les agriculteurs aussi sont touchés. Les exportations agricoles vers le Canada sont en recul de près de 9% cette année. Les silos commencent à se remplir d'invendus, et les transformateurs de porc redirigent leurs cargaisons vers d'autres marchés, souvent avec une marge bien plus mince. Dans ce contexte, même une petite perturbation peut bouleverser l'économie d'un comté entier. Du côté des transports, ça coince aussi. Le port de Duluth, qui expédie céréales et minerais vers l'Ontario ou le Manitoba, voit moins de navires partir. Les camions traversant la frontière roulent plus légers. Le volume de fret ferroviaire diminue. Et pourtant, l'opinion publique commence à peine à ouvrir les yeux. Dans les petites villes du Minnesota, on entend de plus en plus de murmures. Pourquoi l'activité ralentit-elle ? Pourquoi l'usine tourne-t-elle seulement 3 jours par semaine ? Ce n'est pas encore la panique, mais le malaise est là. On ne parle pas ici d'un effondrement, mais d'un effritement lent. Le Minnesota ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Mais si le boycott canadien continue à s'étendre, si les relations commerciales restent tendues, alors l'État pourrait bien faire face à une forme insidieuse de récession. Une récession silencieuse, qui s'installe sans fracas, désorganise discrètement, et laisse des communautés entières sans repère, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.